Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'avant Noël. Oui, je sais, dans ma précédente vidéo, je vous ai souhaité un bon Noël. Et donc, nouvelle vidéo 2. Nouvelle vidéo 2, pourquoi? Parce que l'actualité est ce qu'elle est. Et vous avez pu voir ce qui s'est passé à Paris, rue d'Enghien. 3 personnes sont mortes sous les tirs d'un individu. Individu qui a été identifié, qui s'appelle William, je ne sais plus quoi, ou enfin son nom de famille n'a pas été publié, 69 ans, ancien cheminot, connu de la justice pour des méfaits liés à un comportement ou une attitude ou une idéologie raciste. Très clairement, le monsieur a apparemment l'air d'en avoir gros sur la patate vis-à-vis des étrangers, et plus particulièrement des migrants. Dès que l'information a commencé à circuler, évidemment, sur les réseaux sociaux, eh bien ça n'a pas loupé, on a toute la gauche qui s'est mis vent debout pour tout de suite mettre l'étiquette extrême droite. Bah oui, parce que le gars il est français, il s'appelle William, donc je suppose qu'il est blanc, il attaquait des gens dans le quartier où se trouve la communauté kurde. Donc là, évidemment, le tableau est super idéal pour tout de suite mettre l'extrême droite. Voici l'action d'un individu qui démontre le danger de l'extrême droite. Les extrêmes droites, tous ces gens d'extrême droite. C'est-à-dire que là, on a vu un étiquetage à tous les niveaux. Alors que Darmanin a stipulé, et même la procureure de la République qui a été saisie de l'affaire, que si l'individu a en effet montré des signes d'un certain racisme, rien ne prouve, rien ne démontre qu'il ait pu avoir des accointances, des liens, des activismes, des militantismes dans quelques groupes ou troupes ou partis politiques d'extrême droite. Mais force est de constater que tous les petits bien-pensants se sont jetés sur l'occasion pour nous rappeler que, en effet, l'extrême droite, c'est la peste brune. Et vous en avez là la preuve. Sauf que le problème, c'est que ces gens-là, quand on est à un moment donné, forcément, on dit, mais attendez, ok, le mec il est raciste, le mec apparemment déjà connu des services de police, était déjà sur une affaire d'une agression sur un camp de migrants dont il a blessé grièvement quelqu'un, etc. Donc la justice a fait son œuvre, etc. Sauf qu'il a été libéré, suite à une condamnation, le 12 décembre. 12 décembre dernier. Et il se trouve que vient se rajouter là-dessus le journal L'Humanité. Le journal L'Humanité, c'est quand même pas un journal d'extrême droite. On est d'accord. Fait un article en disant qu'apparemment, selon les premiers éléments d'enquête, l'individu, selon certains témoins, aurait été déposé dans cette rue par un véhicule. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je trouve étrange qu'en plus de ça, il y a eu un communiqué de la communauté kurde qui refuse cette simplification de l'extrême droite de l'acte raciste. Pour eux, il s'agit d'une manipulation, il s'agit d'un acte délibéré, d'un acte prémédité contre la communauté kurde, et plus particulièrement, évidemment, ce sont des gens... alors je ne sais pas si c'est des gens qui font partie de la communauté kurde sans affiliation avec le PKK, ou des gens qui font partie du PKK, etc. Enfin... Le problème, c'est que malheureusement, cet acte soulève le tapis sur l'importation qu'on a en France de conflits ethnico-territoriaux, nationaux, religieux. En l'occurrence, le conflit qui existe entre la communauté turque et la communauté kurde. Et évidemment, les personnes, alors qu'elles soient affiliées, liées au PKK, etc., ont tout intérêt, évidemment, à essayer de gratter un petit peu pour ne pas que cet acte ne soit juste qualifié que d'un acte issu d'un militant d'extrême droite. Sauf qu'il n'y a pas de militantisme. Certains parlent de fusillade, d'autres disent non, ce n'est pas une fusillade, c'est un attentat. Un attentat de l'extrême droite.
allez, je te mets tout le monde dans le même panier. Sauf que ces personnes-là, à un moment donné, il y a deux choses. On les met devant leur contradiction du fait, attention, vous êtes en train de faire ce que vous critiquez que justement l'extrême droite fait lorsqu'il y a des événements qui arrivent impliquant des gens qui sont d'origine émigrée ou des migrants d'origine extra-européenne, français, mais d'origine immigrée. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire de l'amalgame. C'est-à-dire que sur l'acte isolé d'un individu dont on a des idées, des éléments d'information, comme quoi il aurait des comportements racistes, etc. Là, tout de suite, évidemment, le racisme, ça n'existe qu'à l'extrême droite. Donc c'est forcément l'extrême droite. Donc cet individu doit être étiqueté, encarté, extrême droite. Et roule ma poule. Et bien ces gens-là, à un moment donné, on leur dit, mais voilà, dans ce cas-là, la prochaine fois qu'il y a un migrant qui va attaquer une nana, qui va la violer ou qui va la tuer, s'il s'agit d'un migrant afghan, syrien, etc., on va aussi faire l'amalgame que, vous voyez, la preuve c'est que les migrants sont dangereux. Ah oui, mais là, vous mélangez tout. Je dis, non, je ne mélange pas tout. Je reprends exactement le même scénario que vous êtes en train de nous faire avec l'extrême droite. Attention, je ne dis pas que l'extrême droite n'existe pas. Parce qu'évidemment, il y en a certains qui disent, oui, regardez, il y a le rapport, alors il y en a qui m'a sorti le fameux rapport parlementaire sur les montées, les dangers de l'extrême droite, etc. Sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, le mec me balance ça en pensant que je ne vais pas lire le document. Sauf que le document, je l'avais déjà lu avant, et en effet, ce document s'inquiète de la montée des mouvances d'extrême droite, mais qu'il est difficile de définir ou de déterminer si ces mouvances peuvent devenir un problème sérieux à l'avenir, du fait que les seuls éléments concrets qu'on a sur des mouvances ou des groupuscules potentiellement armés, potentiellement motivés par des actions, est extrêmement marginal. Et qu'on n'a pas suffisamment de données pour définir la proportion du danger que peuvent représenter ces groupuscules, ces mouvances d'extrême droite. Sous-entendu, est-ce que ces mouvements d'extrême droite ont l'intention de faire un coup d'État? Eh bien, on n'a pas d'informations. Et ce rapport parlementaire le dit. Il dit, nous avons un soupçon, mais nous n'avons pas les éléments ni les preuves. Alors oui, après, derrière, on donne des exemples d'arrestations, de procès, dont d'ailleurs en 2016 ou 2017, on se souvient qu'en France, on avait arrêté 5 ou 6 militants d'extrême droite, dont ce monsieur qui faisait des vidéos et qui avait aidé une jeune femme à extraire sa fille de la garde de son père, etc. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Sauf que, évidemment, la personne avec qui j'ai un peu jouté sur elle, elle me sort ça. Je dis oui, ok, cette affaire, oui. D'ailleurs, vous voulez qu'on en parle? Ils sont où ces gens-là aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont en prison? Ben non, parce que l'affaire suit son cours. C'est-à-dire que les procès n'ont pas encore eu lieu, apparemment. Mais ok, donnez-moi un autre exemple. Sauf qu'il n'y a pas d'autre exemple. Et là, évidemment, moi je les mouche. Je suis forcé de les moucher. Je dis ok, maintenant vous me faites un comparatif entre les actions attentats terroristes par les groupuscules d'extrême droite, vous me les comparez aux attentats islamiques. Et là, évidemment, votre comparaison est malhonnête, etc. J'ai dit non, elle n'est pas malhonnête. Je parle de proportion. C'est-à-dire que vous êtes en train d'expliquer, vous êtes en train de dire que l'extrême droite, c'est la peste brune, c'est le néonazisme, ça va être la cause du renversement, que la démocratie est en danger, etc. Donc je vous dis en proportionnalité, donnez-moi la proportionnalité, donnez-moi la démonstration que ces mouvances d'extrême droite, de par leurs actions aujourd'hui ou passées, font une démonstration qu'ils sont réellement une menace. Comparativement à d'autres attentats issus d'autres mouvances extrémistes, politiques, idéologiques, religieuses, etc. Faites-moi la démonstration. Mais vous avez vu dans le rapport, il y a les chiffres et tout. J'ai dit, ben oui, justement, les chiffres dans votre rapport parlementaire, c'est des chiffres, mais ça représente l'image de la marginalité
des mouvements d'extrême droite, radical, pur et dur. Donc votre démonstration, elle ne tient pas debout. Tout comme l'étiquette que vous mettez sur un homme, dont d'ailleurs on vous dit que c'est un Français, hein, mais les motivations, vous savez, c'est déjà arrivé que certains gauchistes se sont emballés sur un événement, et puis une fois que l'événement, tout d'un coup, on s'est rendu compte que les éléments d'enquête commençaient à démontrer que c'était un acte isolé, que c'était marginal, que c'était l'acte d'un individu qui n'avait absolument aucun lien avec les mouvances qu'on lui avait affublées d'ailleurs, hein, encore une fois de plus, bah, tout d'un coup, ces gens-là, pouf, sont disparus. Le sujet même a disparu de l'actualité. Mais à chaque fois, c'est le même scénario. C'est d'un acte d'un individu isolé, on en fait toute une montagne, on construit un fantasme sur cet individu. Alors peut-être que cet individu, en effet, c'est un raciste, c'est un néo-nazi, c'est un mec d'extrême droite, etc. Mais le mec est tout seul. C'est pas comme s'il y avait eu dans cette rue des individus, 5-6 individus qui auraient tiré sur n'importe qui aurait fait véritablement un massacre, comme ça a été le cas pendant les événements de novembre 2016, comme ça a été le cas sur Nice, comme ça a été le cas sur Charlie Hebdo. Là oui, vous pouvez parler d'attentat, pourquoi? Parce que derrière, il y a une motivation, une ambition muée par une idéologie religieuse, radicale, etc. Mais là, évidemment, attention, pas d'amalgame, c'est pas parce que ces gens-là s'autoproclament faire le djihad contre l'Occident que forcément tous les musulmans de France sont forcément des djihadistes. Et ben là, c'est pareil. C'est pas parce qu'un mec a tiré dans le tas, dans une boutique, a tué 3 personnes, peut-être 4, parce qu'il y en a une qui est dans le pronostic vital est engagé, qui a des actes, en effet, contre l'immigration, etc., que forcément ce monsieur est le miroir de l'ensemble des mouvances idéologiques d'extrême droite. Mais c'est ce que des gens sont en train de vendre sur les réseaux sociaux. Sauf que le problème, c'est que sous-jacent à ce problème, c'est aussi un problème de conflit interethnique entre les Turcs et les Kurdes que nous avons laissé importer en France. Et qui a laissé importer en France des communautés qui sont en conflit les unes avec les autres, si ce n'est majoritairement les politiciens de gauche, mais aussi de droite. Et donc, c'est le système. S'il y a une culpabilité, s'il y a une mise en perspective à mettre sur cet événement, c'est le système. Le système a eu des défaillances, des dysfonctionnements pour identifier que cet individu pouvait être dangereux dans la société parce que ses idées, ses comportements pouvaient être un préjudice pour la sécurité publique. Dysfonctionnement parce que ce genre d'individu, c'est pas le premier qu'on a remis en liberté selon des processus judiciaires, alors que cet individu n'aurait jamais dû être laissé en liberté dans l'espace public. Parce que des lois ont été faites, des lois ont été votées, avec lesquels des gens s'amusent, des gens protègent des intérêts politiques, idéologiques. Clientélisme. Pareil, celui qui m'a sorti les lois, je lui dis mais les lois, qui fait les lois? Qui sont ceux qui les écrivent, qui les votent? Si ce n'est les hommes. Les hommes et les femmes, si vous préférez. Quand je dis homme, évidemment, c'est l'homme au sens général du terme. L'homme n'est pas infaillible. L'homme est imperfectible. Et de cette imperfectibilité, même celui qui fait des lois les plus sensées, les plus logiques et les plus raisonnées, les plus humanistes, d'autres réussissent à faire voter des lois qui sont totalitaires, autoritaires, floues, ou qui servent les intérêts de lobbying, d'influence, ou de politique, ou d'idéologie. Je rappelle la loi sur la sécurité, le terme terroriste. Certains se sont un petit peu étonnés de voir que le terme terroriste n'était pas amalgamé à la problématique aujourd'hui de l'Occident vis-à-vis de l'islamisme radical. Non, le terme terroriste est un terme général, dans lequel on peut y mettre en effet les individus
islamistes, radicaux, qui sont là pour faire du djihad, qui sont là pour tuer du français, comme aussi n'importe quel individu qu'on pourra classifier comme dissident, réfractaire, opposant, menace pour la démocratie, et donc, je le mets dans le panier terrorisme. Comme je le dis souvent, cette comparaison, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands définissaient les Français qui résistaient, non pas comme des résistants, mais comme des terroristes. Dans l'administration française de la collaboration, on n'appelait pas les résistants des résistants, ou alors on les appelait des résistants en coulisses, mais officiellement, c'était des terroristes. Eh bien, les lois qui sont en train d'être faites aujourd'hui, elles ont des terminologies, elles ont des mots, qui sont en fait des paniers fourre-tout, dans lesquels, progressivement, on inclura des individus qui, en réalité, sont des individus qui veulent faire de la résistance, qui veulent faire de la dissidence, qui veulent faire de l'opposition, des gens qui veulent s'opposer à d'autres gens qui se sont octroyés des pouvoirs et qui font un abus de pouvoir. Eh bien, les gens qui dénonceront ces abus de pouvoir, on pourra les faire entrer comme des opposants à la démocratie, parce qu'ils sont trop critiques. Et parce qu'ils sont critiques, ce sont des terroristes. Bingo. Eh bien, quand je fais cette démonstration-là, évidemment, là, il n'y a plus personne. La belle démocratie. La belle démocratie, quand vous avez des idéologies et des politiques qui en réalité ne servent plus l'intérêt national. Ils servent la destruction du pays. Monter les gens les uns contre les autres. Parce que tous ces gauchistes qui à chaque fois estampillent tout de l'extrême droite, tous ces gens fragiles du haut qui n'arrivent pas à sortir du logiciel dans lequel on les a enfermés et qui, dès qu'il y a un acte qui implique une victime, mais qui en réalité n'est pas une victime mais un coupable, mais parce que ce coupable est un étranger, qu'il a la couleur noire, ou qu'il est arabe, ou qu'il est maghrébin, ou qui... Tout de suite, on estampille extrême droite, facho, néo-nazi. Si à un moment donné vous mettez de la perspective du contexte sur le problème, d'accepter toute la misère du monde en France, ben oui, ben le problème c'est que vous acceptez aussi les conflits et les guerres interethniques, religieuses, voire tribales. Vous amenez en France des gens qui ont des traditions, des mœurs, qui vont complètement à l'encontre des valeurs et des fondamentaux des droits et des libertés des citoyens français, mais aussi d'étrangers qui, en France, ont les mêmes droits que les citoyens français. En matière de liberté, en matière de droits, en matière de sécurité. Et non, on n'a pas le droit de soulever ces problèmes. On n'a pas le droit de mettre de la perspective. On n'a pas le droit de remettre du contexte. On n'a pas le droit de dire « Attention, mesure gardée ». Non. Vous n'avez pas le droit de faire de la mesure gardée. Vous n'avez pas le droit d'avoir du libre arbitre. Vous devez accepter l'étiquette. Vous devez accepter le panneau qu'on applique sur un événement comme étant un événement qui est la preuve de la peste brune de retour en France. Donc évidemment, quand Marine Le Pen demande à la Première ministre de pondre ou de faire un projet de loi ou de décréter quelque chose pour lutter contre tous les partis extrémistes ou toute mouvance radicale extrémiste, hein? Mais Marine Le Pen, c'est le Front National, c'est le Rassemblement National, c'est l'extrême droite, c'est les partis fascistes, néo-nazis, racistes. Pourquoi est-ce qu'elle demande ça? Bah, peut-être justement pour vous faire bugger. Ah, attention, je terminerai là-dessus. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je vais même expliquer encore une fois que malheureusement, quelles que soient les idéologies, quelles que soient les mouvances, quelles que soient les religions, vous serez toujours confrontés à des gens qui ont des notions, qui ont des opinions, qui ont des visions de leurs convictions radicales, extrêmes. Et ça touche tout le monde, toutes les communautés, toutes les religions, toutes les idéologies politiques. Sauf que malheureusement, quand depuis 30 ans, des gens essaient de
réduire, de simplifier, de vulgariser leurs idéologies pour les vendre comme étant les seules idéologies du bien contre l'idéologie du mal, quand on s'évertue depuis des années, même dans l'éducation, surtout au niveau des universités, car même moi, quand j'étais adolescent, quand j'étais à l'université, déjà la politique, les syndicats politisés, c'était un problème. À partir du moment où vous enfermez des gens dans des cases, on en arrive à cette situation où aujourd'hui, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de jaune, il n'y a que du blanc et du noir. Moi, je suis le blanc, je suis la lumière, je suis la vertu, je suis la liberté, je suis la vérité. Donc écoutez-moi quand je vous dis que le noir, c'est le mal. Et inversement. Parce que le blanc en arrive à des méthodologies, en arrive à des méthodes qui en réalité les font passer pour des noirs, alors que les noirs, eux aussi, ont le même discours pour s'évertuer à croire qu'ils sont les blancs. Sauf qu'à un moment donné, dans une partie d'échecs, vous avez des noirs et des blancs. Si les noirs commencent à se croire des blancs et que les blancs croient qu'ils sont des blancs, mais en ayant des pratiques de noirs, il y a un moment donné où la partie n'a plus rien de cohérent. Ça devient un putain de bordel. Et dans le putain de bordel, au bout d'un moment, vous laissez sur le bas-côté de la route l'opinion. Et l'opinion, au bout d'un moment, elle se rend compte que soit blanc ou noir, que soit gauche ou droite, centriste, extrême gauche, extrême droite, c'est kiff-kiff bourricot parce qu'ils font tous la même merde. Et qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? Quand il suffit qu'il y ait un milliardaire qui est plutôt conservateur, mais qui n'a aucune carrière politique, aucun parcours politique, aucune expérience politique, et qui déboule comme ça, avec sa notoriété, avec sa célébrité, pour se présenter à l'élection présidentielle, et qui finit par se faire élire. Ce monsieur s'appelle Donald Trump. Eh bien en France, c'est pareil. Macron qui n'a aucune carrière politique. Il a été conseiller à l'Élysée, il a été ministre de l'économie, mais dans des temps très courts, pour au final être placé en pole position pour prendre le pouvoir. Alors que ce type n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu maire, il n'a jamais été président de région, ni président de département, il n'a jamais été ministre, enfin il a été ministre, mais 6 mois. Il n'a jamais été élu député ou sénateur, il n'a pas une carrière politique à proprement parler. Preuve en est, c'est que même pendant sa campagne, il n'a jamais créé de parti politique, il a créé un mouvement. Sauf qu'une fois qu'il avait été élu en 2017, il a été obligé de statuer son mouvement en parti politique pour les législatives. Là c'est pareil. Donc, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ces histoires, tout de suite, de mettre des étiquettes à des gens ou à des événements pour conforter la mainmise idéologique sur une portion de la population et qu'elle ne sorte pas du carquois idéologique dans lequel on veut l'enfermer, est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne quand on voit les réseaux sociaux, quand on voit les fragiles duos qui sont incapables d'argumenter et qui au bout d'un moment s'énervent et finissent par être vulgaires et insultants. J'ai envie de dire, oui, ça marche, je pense, sur beaucoup de gens urbains. Beaucoup de gens qui en réalité ne vivent pas dans la réalité. Ils vivent dans leur petite bulle, dans leur petit cocon, dans leur cocon idéologique, dans leur cocon humaniste, droit de l'homiste. Que de temps en temps, oui, ils ont des amis issus du Maghreb, issus des pays asiatiques, etc. Mais je pense que le milieu où il y a des problèmes d'ailleurs de temps en temps qui sont révélés, puisque là vous avez par exemple cette comédienne humoriste, je ne sais plus que son prénom, c'est Cléa Saint-Filtre, ou Léa Saint-Filtre, quelque chose comme ça, et qui là a fait dans sa série, c'est-à-dire qu'elle s'infiltre en caméra cachée, dans des milieux, dans des histoires. Là, elle a voulu s'intégrer dans des banlieues, et là, elle a fait une interview, je ne sais plus, pour l'Obs ou un truc comme ça, et là, tout d'un coup, elle n'est plus l'humoriste
qui a infiltré un milieu, elle est une jeune femme qui tout d'un coup a découvert un univers qui l'inquiète. Qui l'inquiète pour la condition féminine. Mais ça pareil, le politicien, il a mis un tapis dessus. Preuve en est, on a désormais les chiffres avec le recul sur les élections présidentielles et législatives. Mélenchon a près de, je ne sais plus combien de pourcents, de voix d'un électorat musulman, d'un électorat communautaire. Comme je vous dis, ils vont chercher la diversité, le communautaire, les minorités, parce que l'électorat principal a de moins en moins confiance en eux. Et on arrivera à des élections où ça ne sera que finalement qu'un quart de la population française qui finira par voter. Ce qui n'est pas démocratique, puisque s'il n'y a plus qu'un quart de la population ou un tiers de la population qui vote au détriment des 2 tiers, je suis désolé, mais l'argument qui est de dire oui, les gens, ils ont qu'à utiliser leur droit de vote. Il y a des gens qui sont morts, qui se sont battus pour ce droit de vote. Ouais, mais sauf que quand tu n'as pas de choix, quand tu n'as pas envie de voter pour des guignols, tu t'abstiens. Et tu as le droit de t'abstenir. Alors tu t'abstiens en votant blanc, ou tu t'abstiens en n'allant pas voter. Pour moi, une démocratie ne peut fonctionner que si au moins la moitié, plus 1 ou plus 2 ou plus 5, c'est-à-dire 55% de l'électorat inscrit, vote. Et pas 16% ou 20%. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est à peine 30 ou 40% de l'électorat inscrit qui vote. Parce que l'abstention ne rentre pas en ligne de compte, dans le résultat final. Quand on vous dit Macron a été élu à 52 ou 57%, mais oui, mais 52 ou 57% de l'électorat qui a voté. Donc le suffrage exprimé. Le suffrage non exprimé ne rentre pas dans le cadre de l'élection. Parce que dans ce cas-là, Macron il ne ferait pas 57%. Déjà, le premier tour, quand vous voyez les résultats, des résultats où vous avez même des partis qui sont encore aujourd'hui omniprésents sur les plateaux de télé, qui s'évertuent à essayer de sauver l'image de leur parti politique comme étant les partis politiques représentatifs de l'opinion des Français, mais ils ne représentent rien, plus rien. Et pourtant, ils sont toujours là. Pourquoi ? Parce que le système est ainsi fait qu'on ne laisse apparaître que ce que l'on veut bien laisser apparaître. Un parti dissident, un parti d'opposition, un vrai parti d'opposition, un vrai parti indépendant, ne sera jamais sur des plateaux télé, ne sera jamais visible. Parce qu'on ne veut que les Français restent dans le carquois idéologique et politique dans lequel on l'a enfermé. C'est-à-dire tu votes à droite, à gauche, au centre, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Mais pas ailleurs. Tu n'as pas le droit de voter ailleurs. Et on fait tout pour que tu ne votes que dans ce carquois. Et pas sur d'autres partis. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo. En 2020 ou 2017, je ne sais plus, il y avait plus de 100 partis prononcés pour l'élection présidentielle. Sauf que le problème, c'est que les coups des 500 signatures, évidemment, ça élimine les petits partis. Et qui même aujourd'hui, des partis qui pourtant c'était des partis visibles, eh bien là, à l'élection 2022, ils ont quand même eu des problèmes, des difficultés pour trouver leurs 500 signatures. Parce qu'on commence peut-être à élaguer. Donc, les choses vont empirer. Et les médias mainstream, aujourd'hui, ont montré ce dont ils étaient capables avec la pandémie, ont montré ce qu'ils sont capables avec l'Ukraine, et sont capables de vous montrer aujourd'hui des événements, mais des événements où, au bout d'un moment, des fois, ça dérape. Ça dérape parce qu'on n'a pas les preuves. Parce que malheureusement, on laisse des gens parfois affirmer des choses qui sont fausses. Et que même quand des fois on les met devant leur contradiction, leur mensonge, mais non, ils sont toujours là. C'est la déliquescence, c'est le déclin de la démocratie.
Donc c'est pour ça, quand je vous dis, si vous voulez retrouver de la souveraineté, si vous voulez retrouver de l'indépendance, si vous voulez retrouver de la liberté, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut une nouvelle république. Je dis bien une nouvelle république, pas une 6e république. Parce que la 6e république, elle sera forcément calquée sur la 5e. Et vous aurez beau changer 2,2 points, 2-3 textes, 2-3 principes, etc. Mais ça restera toujours la 5e république. Non, il faut complètement refonder la république. C'est-à-dire remettre de la valeur là où elle a finalement été abrogée, où elle a été éliminée ou disparue, modifiée, dans l'intérêt de ces politiciens de garder la main mise sur la République. Et que pour changer la République, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut soit un coup d'État ou une révolution. Coup d'État et révolution, par conséquent, sortir de l'Union européenne. Et là, vous retrouverez votre indépendance. Et vous n'aurez plus de problèmes monétaires, économiques, ou tout du moins il y en aura, mais vous ne serez plus dépendant des décisions de gens qui ne sont pas des gens élus, mais qu'on vous dira s'ils sont élus, mais ils sont élus indirectement, etc. Mais non. La Commission européenne, von der Leyen aujourd'hui, comment se fait-il qu'elle est toujours présidente de la Commission européenne avec les casseroles qu'elle traîne derrière elle? Je veux dire, l'affaire de corruption qui a été révélée avec le Qatargate, comme on l'appelle maintenant, c'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Mais non, hop, il faut mettre de la terre dessus, il faut tout de suite enterrer l'histoire auprès de l'opinion. Et bien là, avec l'événement qui vient de se passer aujourd'hui à Paris, c'est exactement pareil. C'est que petit à petit, il va y avoir des éléments de réflexion, il va y avoir des éléments factuels, mais des éléments factuels qui vont aller à l'encontre de ce que certains ont prétendu vouloir absolument vous convaincre que c'était la seule et unique vérité, que ce type est le symbole, le miroir de la mouvance, de la peste brune de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui sont assimilés à extrême droite ou étiquetés extrême droite, que ce soit à tort ou à raison, tous les gens qui sont populistes, qui sont souverainistes, et assimilés donc comme extrême droite, eh bien, sont à l'image de ce monsieur qui est rentré dans une boutique et qui a flingué 3 personnes. Voilà. Voilà le message que ces gens sont en train d'essayer de tanner dans l'opinion. Sauf qu'on est d'accord que ça marche de moins en moins. Premièrement, parce que c'est trop voyant. Deuxièmement, parce qu'ils utilisent des sémantiques qui sont tellement abrutissantes, c'est-à-dire, genre, je vous prends pour des gamins, je vous prends pour des cons, des abrutis, donc ce que je vous dis, moi je suis vertu, donc j'ai raison. Donc comme j'ai raison, si en plus vous êtes plutôt de gauche, vous allez suivre des gens de gauche, et pas suivre des gens de droite. Et inversement, des gens de droite qui vont suivre des gens de droite et pas des gens de gauche. Alors que les problèmes aujourd'hui, les problèmes sont la conséquence des politiques des deux idéologies. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet événement. Raison gardée, prudence. Oui, il y a du racisme. Oui, il y a des tarés qui ont des idéologies qui peuvent s'assimiler à de l'extrême droite. Mais encore une fois, c'est pas parce que le fait d'un qu'il faut considérer que le fait d'un est à l'image de l'ensemble. C'est-à-dire que si un Maghrébin, Tunisien ou Algérien décide de tuer 2-3 femmes en criant Allahu Akbar, est-ce qu'ils sont le miroir de l'ensemble de la communauté qu'ils représentent? Est-ce qu'on doit considérer que tous les Maghrébins, qu'ils soient Tunisiens, Marocains, Algériens, Libyens, Égyptiens, etc., sont forcément un risque, potentiellement des gens islamistes radicaux prêts à faire un djihad en France? Et bien sûr que non. Sauf que ces gens ne veulent pas admettre que le fait d'un homme qui a tiré sur 3 personnes parce qu'il est raciste n'est pas forcément le miroir d'un ensemble de gens qu'on considère d'extrême droite. C'est peut-être parce qu'on dans l'extrême droite, eh bien il y a des mouvances en effet radicales sur lesquelles on a mis l'étiquette de racisme, mais il y a aussi du racisme, il y a de l'antisémitisme, comme il y a aussi du côté de l'extrême gauche un antisémitisme assumé, mais qu'on ne saurait voir, qu'on ne saurait regarder. C'est des sujets complexes. Et comme je vous l'ai dit, quand on a réussi à forger plusieurs générations
par l'abrutissement de la société de consommation, de la société des plaisirs, de la société du loisir, du confort, bah forcément, quand on est dans une crise économique qui dépend ou qui découle d'une inflation que ça fait quand même 3-4 ans qu'on la planque sous le tapis à cause de la Covid, à cause de la guerre en Ukraine, etc., bah, il y a un moment donné où l'individu qui perd petit à petit du confort, qui perd petit à petit de la liberté, bah, il y a un moment donné, il va se poser des questions. Et que l'argument de dire bah, c'est la faute de l'extrême droite, c'est la faute des Russes. Alors il y en a certains qui ne vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez, mais il y en a d'autres quand même qui vont se poser des questions. Dire c'est pas logique. En quoi ma perte de pouvoir d'achat, en quoi le fait que j'ai perdu mon boulot, en quoi le fait que je sois victime d'injustice, en quoi ma fille vient de se faire massacrer par un migrant ou une personne qui est normalement en situation irrégulière, mais que parce qu'on a pondu des lois, parce qu'on est gentil, on est humaniste, on est droit de l'homiste, donc il faut quand même donner des recours à ces gens-là pour qu'ils puissent quand même avoir la possibilité de pouvoir rester en France suivant des procédures administratives qui durent des années, et que pendant ces années, ils sont en France de façon irrégulière, de façon illégale. Va expliquer aux gens qui vont, à un moment donné, tout d'un coup se prendre une claque, alors la claque physique, la claque matérielle, mais aussi la claque psychologique, qui à un moment donné vont se dire mais on ne s'est pas foutu de ma gueule, on m'a pas raconté, est-ce qu'on m'a pas raconté des tarabiscouilles, des tarabistouilles, des carabistouilles, des carabistouilles, j'aime beaucoup ce mot. Ah oui, alors là après on pourra mettre l'étiquette de l'extrême droite, mais c'est une extrême droite montante, que vos propres actes, que vos propres idéologies, que vos propres abrutissements, que vos propres malhonnêtetés auront alimenté. Et pour certains, vous en arrivez à avoir des propos, à balancer des sous-entendus, à avoir des idées, à avoir le propos véhément, vulgaire, agressif, brutal, mais qui ressemble exactement trait pour trait au propos de ce que vous accusez d'être le mal. C'est un peu comme ce que souvent je dis mais ok, vous voulez lutter contre l'extrême droite, contre les fachos. Ok, vous en faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous les arrêtez? Vous faites des descentes? Vous faites comme on a fait avec les juifs? Vous les parquez dans des camps? Vous les génocidez? Et comme ça, on est tranquille, on reste entre nous. Oui, mais non, en fait, excusez-moi, mais quand on vous lit, quand on vous écoute, alors oui, en effet, vous ne le dites pas directement, mais on peut quand même sous-entendre et comprendre la chose, tout du moins des gens peuvent l'interpréter de la sorte. Donc quand des gens commencent à entendre des gens de gauche dire que parce que tu as des idées souverainistes, parce que tu as des idées populistes, parce que tu aimes la souveraineté, la liberté, parce que tu veux revenir à une indépendance, tu veux revenir à ton droit fondamental faire partie d'un peuple souverain dans un État-nation souverain. Et que tu as des gens qui, parce que tu penses ça, t'accusent d'être un facho, il y a un moment donné où non, je ne suis pas d'accord. Même quand tu veux être dans le débat, je dis attendez, moi je veux bien accepter les critiques, mais expliquez-moi. Mais non, il n'y a rien à expliquer. Vous êtes un facho. Vous avez des idées d'extrême droite. Vous êtes un facho. Vous êtes un néo-nazi. Sauf que c'est une chanson qu'on entend depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, c'est un disque pour certains Français qui est rayé. Il est tellement rayé que, oui, sur un événement tel que celui qui vient de se produire à Paris, eh bien, vous avez des gens qui tout d'un coup se mettent à remuer la queue parce qu'il faut absolument conditionner l'opinion que c'est à l'image, que c'est l'exemple du côté néfaste de l'extrême droite.
Attention, je ne défends pas l'extrême droite. Je dis simplement, c'est qu'il faut raison garder. Que si on se prétend vouloir défendre la démocratie, la démocratie, c'est accepter aussi les bons et les mauvais côtés. C'est accepter les bonnes idées comme les mauvaises. La démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est la critique. La démocratie, c'est la constante capacité à savoir se remettre en question et ne jamais croire qu'on a la vertu. Mais ça, malheureusement, ce n'est plus enseigné. Ce n'est plus expliqué. On te défend la démocratie auprès de gens qui sont incapables d'en mettre une définition. Même des fois, on défend la démocratie ou on entend des gens défendre la démocratie alors qu'eux-mêmes ne savent même pas comment leur propre démocratie fonctionne. Dans ses institutions, dans le droit, dans la Constitution. Déliquescence. Nous fabriquons des enfants, nous fabriquons des adolescents, adultes, qui réagissent, surréagissent par l'émotion, mais qui sont incapables d'avoir un raisonnement cohérent, voire même d'accepter le débat et la critique. J'ai envie de dire, c'est un peu une sorte d'américanisation de la société française. Et je peux dire que ces individus-là, il y en a beaucoup de par leur véhémence. Mais quand vous leur posez la question, dites, ok, si demain ton pays est menacé de l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les armes? Vous pouvez être sûr qu'il y en a 80% d'entre eux qui seraient incapables de tenir une arme. 80% d'entre eux seraient incapables de se défendre. Alors, si vous voulez aligner ces petits soldats de bonne vertu face à des barbaries, adieu la France, adieu la République. Je dirais même destruction totale de toute l'institution. Et récupération par des instances qui, eux, n'auront absolument aucun doute à sortir un bras armé en utilisant des forces armées étrangères pour recouvrer l'ordre, le droit et la démocratie dans un pays en chaos. Sous-entendant qu'on n'aura aucun scrupule à faire venir soit des Hongrois, des Bulgares, des Roumains, des Polonais en France pour faire établir l'ordre sous le coup d'une armée européenne, mais comme ce seront des étrangers, ils n'auront absolument aucun scrupule à tirer sur des Français. Tant qu'on leur donne l'ordre, et qu'ils sont payés pour, avec bonus et primes en plus. Méditez à tout ça. Parce que même si certains vous diront « c'est complotiste », souvenez-vous ce que je vous ai dit dans plusieurs vidéos. Vous êtes en train d'assister, vous êtes en train de voir, vous êtes en train d'être les témoins aujourd'hui d'événements qu'il y a peut-être 5, 10, 15 ou 20 ans, des gens nous en avaient avertis. Mais parce que ils avertissaient sur ce qui pouvait arriver à partir d'éléments, à partir d'indices, et ont établi des possibilités, des scénarios, mais qui aujourd'hui sont plus ou moins, voire même carrément, en train de se produire, alors qu'à l'époque on les appelait des complotistes, des tarés, des malades du cerveau. Donc imaginez bien ce que des gens crédibles, des gens qui ont du crédit, qui ont de l'argument, qui ont de la culture, peuvent vous dire aujourd'hui, sur lequel on a estampillé qu'ils étaient d'extrême droite. Alors je ne dis pas qu'ils ont tous raison, des fois ils ont leur approximation, des fois ils ont leurs petites erreurs, mais comme je vous le dis toujours, la nature humaine n'est pas parfaite. Parfois on prend des risques de dire des choses, parfois on prend des risques d'évaluer, de faire du scénario, de la projection. Parfois on se trompe. Comme parfois, on ne se trompe pas. Et que nos contemporains, un jour ou l'autre, finiront par dire de nous que nous étions des visionnaires. À défaut de ne pas être accusés d'être un prédicateur. Sur ce, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous souhaite un joyeux Noël. Happy Holiday pour ceux qui ne sont pas des croyants.
parce que ça encore, hein, c'est pareil, je ne vais pas revenir sur le problème des religions, sur le problème de la laïcité en France, sur le problème que la France est un pays avec une histoire catholique, chrétienne, que par conséquent, elle reste encore avec des traditions et des mœurs que des anticléricaux, des gauchistes ultra laïcards veulent absolument canceller. Mais par contre, quand on leur dit, mais alors dans ce cas-là, si vous voulez pas de religion sur l'espace public, interdisons les communautés juives de privatiser des espaces publics pour fêter la Louchka, interdisons des communautés musulmanes de louer ou d'utiliser des espaces publics ou collectifs pour les fêtes de l'Aïd, pour la fin du Ramadan. Et je terminerai par ceci. C'est étrange que cet événement se produise à l'encontre de la communauté kurde, à quelques jours de l'inauguration d'une mosquée turque en France, dont apparemment les financements sont un petit peu occultes, sur lesquels il n'y a pas tellement de transparence, et dont certains semblent dire que cette mosquée aurait été financée avec des deniers publics. Allez, joyeux Noël!